Les États-Unis ont-ils lâché Israël ? En tout cas, Washington a suspendu la livraison de bombes pour limiter les capacités de frappe de Tsahal, alors qu'Israël a commencé une opération limitée à Rafah, dans la bande de Gaza. Et les négociations se poursuivent dans le même temps avec le Hamas pour tenter d'obtenir la libération des otages. Pour en parler, nous accueillons en direct et en studio Rina Bassist, journaliste israélienne. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous. Vous travaillez pour la radio publique israélienne Cannes. Vous travaillez également pour d'autres médias israéliens tels que le Jérusalem Post. Alors, les forces de Tsahal ont pris le contrôle hier du poste de passage de Rafah. D'autres points stratégiques également le long de l'axe, le fameux axe Philadelphie. Benjamin Netanyahou prétend que cette conquête, justement, sert les intérêts des otages et accélère aussi l'éradication du Hamas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, disons, cette opération était prévue d'il y a longue date. Donc, elle n'était pas décidée cette semaine, mais bien sûr, cette frappe de la part de Rafah vers Kerem Shalom, où il y avait 4 soldats tués, ça a accéléré les choses. Il faut dire que ça fait quelques mois que M. Netanyahou et son gouvernement et réfléchir sur une telle opération à Rafah, c'est pas un secret. L'armée israélienne a en fait présenté, et ça, il y avait le journaliste israélien Ben Caspit qui a révélé hier, a présenté en fait 8 options pour une telle opération. Les cabinets de guerre, et ça c'est peut-être la pression américaine dans laquelle on va sûrement parler tout à l'heure, a fait son effet et ces cabinets de guerre a choisi cette dernière, la 8e option, qui était l'option la plus limitée. Donc, on parle d'une opération extrêmement limitée, extrêmement restreinte. L'idée est, comme une de ces buts de guerre, c'est d'éliminer les capacités militaires et gouvernementales, en fait, de Hamas. Et là, en attaquant cette passage de Rafah, l'armée israélienne prend contrôle sur un symbole de gouvernement de Hamas. Donc, d'un côté, c'est un symbole, mais il y a aussi le côté pratique. Quel est le côté pratique ? On sait très bien que par cette passage, il y a d'abord le passage des armes que Hamas récupère. Et il y a aussi de l'autre côté, il y a les camions qui entrent du côté égyptien vers la bande de Gaza. Hamas les fait payer. Même les camions qui amènent de l'assistance humanitaire, Hamas les fait payer. Israël prend contrôle sur cet endroit. Donc, il ne s'agit pas de la grande opération à conquérir toute la ville de Rafah et ses environs, mais vraiment quelque chose d'extrêmement ciblé. C'est ça. Et effectivement, on dit que Rafah, c'est le poumon économique du groupe terroriste, donc c'est un coup assez fort et un symbole, comme vous le dites, de la perte de la souveraineté du Hamas. Alors, on parle de cette opération. Tsahal a indiqué aux États-Unis que c'était une opération limitée. Les États-Unis qui ont montré leur désapprobation de ce qui se passe à Rafah. Et on l'apprenait hier, donc Washington a décidé l'arrêt de livraison de bombes. Dans son édito du jour, le journaliste du Israel Hayom, Ariel Kahana, s'en prend au président américain Joe Biden. Il déclare « Monsieur Biden, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte avec des amis. Vous êtes passé d'un soutien inconditionnel à Israël à une volonté de mettre Israël le dos au mur. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, pas tout à fait. Je n'ai pas le sentiment que les États-Unis mettent Israël dos au mur. Parce qu'on a vu dès le début, depuis le 7 octobre, en fait, le président Biden s'est révélé comme un ami absolument extraordinaire de notre pays. Il est venu en Israël quand il y avait la guerre. C'est quasiment inédit pour un président américain. C'est quelque chose d'extrêmement exceptionnel. On voit M. Blinken qui arrive encore. Je ne crois pas qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'un désaccord des Américains avec les gouvernements israéliens, pas avec les pays. Et ça, mais est-ce que ça signifie... Oui, est-ce que ça signifie quelque chose sur l'évolution des liens entre Israël et les États-Unis ? Qu'est-ce que ça signifie justement cet arrêt de livraison de bombes ? Je crois que c'était quelque chose, on a bien vu que ça arrive à un certain moment parce que l'administration Biden est en désaccord avec la politique de M. Netanyahou de continuer cette offensive et surtout de faire cette grande offensive sur Rafah. Il faut quand même dire que M. Netanyahou et M. Biden, ils ont parlé de cette opération très limitée. Les sujets étaient sur la table lors de leur dernière rencontre, conversation téléphonique. Donc, ce n'était pas une surprise pour les Américains. Et Joe Biden n'a pas tapé sur la table.
Donc, les Américains, je pense, ils peuvent vivre, soi-disant, avec cette opération très limitée, mais ils disent aux Israéliens, ils disent à M. Netanyahou très spécifiquement, attention, on est d'accord avec cela, on comprend très bien, s'il s'agit que de cette opération très ciblée, on va laisser faire. S'il s'agit d'autre chose, non, parce que les Américains, ils ont l'impression qu'Israël n'a pas bien préparé en fait l'évacuation des gens et la prise en charge de tous les gens qu'il faudra en fait déplacer, les 1,4 million si vraiment il y a cette grande opération à Rafah. Eva Soto, vous souhaitez poser une question à Rina? Oui, Irina Bassiste, il y a évidemment dans tout ça les otages. Il reste plus de 130 otages dans la bande de Gaza. Jusqu'à présent, les opérations militaires ont permis d'en libérer 3. Il y en a eu plus de 100 libérés lorsqu'il y a eu des négociations. Binyamin Netanyahou dit que c'est la pression militaire qui va permettre d'obtenir plus dans les négociations avec le Hamas. D'après vous, est-ce que c'est un narratif juste pour poursuivre sa politique? Est-ce que ça va vraiment permettre quelque chose? Qu'est-ce qu'il en est de ces deux objectifs qui semblent parfois s'entrechoquer? Mais c'est exactement ce qu'en fait les familles des otages disent. On a encore vu ce matin. Ils sont encore à Yalon, dans de grands axes de trafic israélien, en train de bloquer la route, disant c'est le moment. Malheureusement, on attend qu'il y a de moins en moins des otages vivants. Ça brise le cœur. Et les familles, bien sûr, en fait, tous les Israéliens ont peur que plus on attend avec cet accord de libération, en fait, moins il y aura des personnes à libérer vivantes. Donc, ça, c'est exactement le cœur du problème. Maintenant, est-ce que cette opération a mis justement la pression sur Hamas pour changer cette proposition qui a été faite lundi? Je crois qu'on va savoir dans quelques heures parce qu'il y a justement M. Barnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, le chef de la CIA qui arrive aujourd'hui en Israël. On sait qu'il y avait cette équipe de travail israélienne qui était au Caire hier. On va voir qu'est-ce qu'il amène avec eux. Alors, concernant ces négociations, justement pour tenter d'obtenir la libération des otages, Benjamin Netanyahou dit que le Hamas a durci ses revendications, mais certains éditorialistes israéliens affirment que contrairement à certains messages sur un fossé important qui existerait entre les positions israéliennes et palestiniennes, les propositions sont assez proches. Est-ce que vous avez plus d'informations justement sur le contenu de ces négociations? Disons, ces affirmations que les deux propositions étaient assez proches, quasiment identiques, c'était ce qu'on a attendu hier, en fait. Mais depuis hier, en fait, quelques heures après que Hamas a dit oui, on est en train de découvrir plus en plus de détails sur cette proposition. Il y a quand même quelques points de divergence qui sont signifiants. Alors, c'est pas des petits points. Donc, d'abord, on parle bien sûr, et ça, c'est la chose qui fait le plus peur, qui est le plus dur, en fait, pour Israël à encaisser. Et c'est la question, justement, des otages. On a parlé avec Eva. Combien, en fait, des otages ils sont encore en vie? Ouais. La proposition Israël originale demande exige que Hamas libère 33 otages vivants dans cette première phase, entre 3 phases, les premiers 42 jours. Dans la proposition de Hamas, ils sont d'accord de libérer 33 otages morts ou vivants. Comment savoir? Le Hamas refuse, ça c'est depuis le 7 octobre. Hamas refuse à donner des listes des otages. C'était ainsi pour la première accord de libération. Et on se souvient, en novembre, Israël n'avait pas les listes. Ouais. Hamas prétend qu'ils n'arrivent pas à savoir. On est quand même à 7 mois et 1 jour après le 7 octobre. Et ça, c'est quelque chose que le public israélien ne pourra pas accepter. Si les 33 otages, une partie d'eux sera en fait déjà morts, ça, c'est une condition extrêmement dure. Il y a d'autres choses aussi. Il y a, par exemple, les prix à payer, en fait, que les prisonniers palestiniens vont être relâchés. Et Israël est d'accord sur le principe de relâcher des dizaines de prisonniers palestiniens pour chaque otages, mais lesquels? Oui, est-ce qu'Israël aura, est-ce qu'Israël, ça, il y aura sûrement des prisonniers avec des sang sur leurs mains, mais Israël aimerait quand même avoir son mot à dire, et là, dans la proposition de Hamas, ce mot n'existe pas.
Alors, vous l'avez dit, on est 7 mois et un jour depuis le 7 octobre. Plus de 600 soldats israéliens ont été tués, effectivement, depuis le début de la guerre. Et la guerre n'est pas terminée. Les Israéliens aussi subissent toujours le choc, le traumatisme de ce qui s'est passé. Et des manifestations, vous en parliez, se multiplient. Aujourd'hui, quel est le climat en Israël pour les Israéliens? Est-ce qu'ils ont l'impression que cette guerre va se terminer un jour? Oui, c'est difficile à dire. Je crois qu'il y a un traumatisme, une tristesse énorme, qu'on se réveille tous. Je crois qu'en France aussi, on se réveille tous avec ce sentiment très, très lourd. Tous les matins, on se couche avec. Il y a tous les soldats qui sont morts, toutes les familles brisées. Pas parler des milliers, en fait, de personnes blessées le 7 octobre, et aussi les soldats est blessés depuis. Donc, ça, on parle peu, mais ça, c'est des choses auxquelles la société israélienne devrait faire face pendant des années, pas juste quelques jours ou quelques semaines. Après, on a les dizaines de milliers de personnes déplacées dans le sud et dans le nord. Qu'est-ce qui va leur arriver? J'ai vu hier, il y avait l'administration qui doit gérer justement la réhabilitation de kibbutz dans le sud. Ils ont dit que pour Be'eri, ça va prendre 2 ou 3 ans avant que ces gens pourront retourner. S'ils sont capables de retourner, on ne sait même pas. Alors, une dernière question, Eva. On entend aussi beaucoup, quand on est en dehors d'Israël, que Israël, comme nous tous d'ailleurs un peu ici en France, quand on aime Israël, qu'on est concerné par la population israélienne, on s'est figé au 7 octobre. Et puis ailleurs, dans le monde, ça a continué à avancer. Il y a des images des bombardements à Gaza, etc. Comment ça se passe, ça, en Israël? Est-ce que les images arrivent? Comment réagit la population elle-même qui est traumatisée, qui a des fils, des filles sur le terrain, des soldats à Gaza? Comment c'est vécu? Mais oui, je crois qu'il y a en Israël ce sentiment que le monde commence à oublier. Bien sûr, pas les Juifs dans le monde, parce que je crois que le soutien, en tout cas ce que moi je vois en France, c'est absolument extraordinaire. La solidarité du monde juif avec Israël est exemplaire, vraiment. Mais il y a un sentiment comme si le monde commence à oublier ce qui s'est passé. Par exemple, ici, on ne voit pas sur les mairies ou sur les écrans de télé, on ne voit pas les images de 3 otages français qui sont toujours détenus à Gaza. Pourquoi? Donc, on a ce sentiment comme si le monde est en train d'oublier. Et c'est un petit peu aussi ce que le président Biden a dit dans son discours pour Yom HaShoah. Il a dit que oui, il y a beaucoup de gens qui commencent à oublier ce qui s'est passé, les 1200 personnes qui sont mortes, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, tous les gens blessés, tous les gens déplacés, etc. Les gens sont focalisés sur Gaza. Ils oublient pourquoi on est là, pourquoi on est dans cette situation maintenant. Et ils oublient aussi que ce qu'Israël a dit dès le premier jour, les moments où Hamas dit « on se rend », tout s'arrête. Ouais. Les gens oublient ça. Merci beaucoup Rina Bassis d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio J, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.